Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Choc FM 105.1. C'est Franco Raptors, votre rendez-vous hebdomadaire 100% en français, franchement Raptors, avec Mike Laviole et Patrick Bizindavi. Playoff Patrick, playoff P, playoff P. Salut à toi Patrick. Salut Mike, on est en mode playoff là. C'est confirmé, les Raptors vont jouer en playoff à partir de ce samedi. Donc là, on est en mode playoff à Franco Raptors aussi. Exactement, et aujourd'hui on va vous faire la présentation et l'analyse de cette série à venir contre les Cavs de Cleveland. Patrick, c'était la grande surprise. Avant de démarrer cette présentation, on va revivre un petit peu la dernière soirée des Raptors qui se sont imposés. Ça, c'était prévu contre les Nets facilement, mais on va pas se cacher que nous, on s'attendait, et presque tout le monde dans la salle de presse s'attendait à un match contre les Knicks, une série contre les Knicks, parce que, en fait, pour expliquer les choses, les Raptors allaient forcément se retrouver dans une égalité à 3. Normalement, Atlanta avait décidé de reposer ses joueurs, donc ils allaient perdre. Et Orlando jouait contre l'équipe C, l'équipe de G-League des Celtics. Celtics, ouais. Sauf que, et en fait, dans une égalité à 3, en fait, il y a une règle assez bête qu'on n'avait pas regardée lors de l'épisode précédent, c'est que un vainqueur de division dans ces cas-là l'emporte sur les autres. Donc Atlanta, quoi qu'il en soit, devait rester cinquième. Je pense que c'est ce qu'ils sont dit même, puisque eux, ils ont décidé de mettre les remplaçants et de ne pas gagner à Miami. Sauf que Patrick, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé dans la salle de presse avec ce Boston Ben Magic. oui. Donc le match Boston Magic se jouait en même temps que le match de Raptors contre les Nets. Ils ont commencé tous à 19h, sauf que le match des Raptors s'est terminé avant. Donc là, après le match, on était dans la salle de presse, on attendait que Darko arrive, mais finalement, le match Celtics contre Magic n'était pas encore fini, on était au quatrième quart-temps. Et puis les PR de Raptors nous disent, oh, on attend d'abord que le match se termine pour que Darko arrive, parce que les Raptors ne savaient pas quel sera leur adversaire dans les playoffs. Parce que une défaite du Magic allait mettre les Raptors à la 5e place, une victoire de Magic allait mettre les Raptors à la 6e place. Et donc, nous, on attend dans la salle des presse et finalement, l'agent de sécurité vient avec une télécommande et puis il met la télé. On regarde le match Orlando contre les Celtics, mais les Celtics avaient eux aussi décidé de reposer les joueurs. Ils ont joué contre les remplaçants, les joueurs de la G-League. Et finalement, ils gagnent. Ils gagnent à la dernière seconde. Et puis, le plus drôle, c'est que la salle de presse était divisée. Il y avait des gens qui voulaient que je ne sais pas pourquoi, ils voulaient que les Raptors jouent contre les Knicks. Et une autre partie qui voulait que ce soit les Cavs. Et puis, on a fait un petit sondage. Et finalement, dernière seconde, donc Boston gagne. Là, du coup, donc les Raptors deviennent 5e, ce qui veut dire qu'ils vont jouer contre Cleveland. Et là, Darko qui arrive. Et puis, mais c'était vraiment drôle et on entendait les joueurs crier de l'autre côté dans les vestiaires en regardant le match, parce que le match s'est décidé vraiment à la dernière seconde avec ce tir à 3 points de Luka Garza. Donc, peut-être que les joueurs aussi voulaient Cleveland, on ne sait pas, mais on attendait des cris de l'autre côté. Et puis finalement, là, c'est fait. Donc, ce sera Cleveland. Ce sera ce samedi à partir de 13h. Les Raptors vont prendre l'avion après l'entraînement de vendredi. Donc, voilà, on va analyser cette série, mais je pense que je suis content d'abord, que les Raptors se qualifient, 2, qu'ils soient 5e, 3, qu'ils rencontrent les Cleveland au lieu de New York, qui les a battus 5 fois cette saison. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ouais, on vous invite à aller regarder l'épisode précédent sur les raisons pour lesquelles on préférait, nous, Cleveland, et pas New York. En discutant avec les autres journalistes, il y a des arguments pour et contre, mais moi, je maintiens ma position. J'ai été traumatisé par les Knicks cette année, donc je préfère jouer les Cavs, même si on va en parler. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus des grandes chances que les Raptors passent, mais on va essayer d'étudier justement ces chances-là. On va parler de cela aujourd'hui au sommaire du jour. On va justement commencer par les clés collectives de cette série. Dans l'idéal, si les Raptors voulaient accrocher les Cavs ou pourquoi pas passer,
qu'est-ce qu'ils devraient faire. C'est de ça dont on va parler en premier. Ensuite, on va faire un focus un peu sur chaque joueur. On va parler de Jakob Poeltl, en quoi c'est un facteur X, sa santé de cette série. On va parler de, ça sera peut-être l'actu des Raptors, entre guillemets, puisque Emmanuel Quickley est annoncé blessé aux ischio-jambiers. Malheureusement, ça résulte de son problème à la voûte plantaire. On sait que quand on a des problèmes à un endroit, on va compenser à un autre. Et malheureusement, élongation, je crois, niveau moyen des ischio-jambiers. Donc, on va surveiller si Quickly sera là ou pas. On discutera de quel impact, qu'il soit là ou pas, comment les Raptors vont devoir s'adapter à son absence ou pas. Ensuite, le duel clé de cette série, Scottie Barnes versus Evan Mobley. Bien sûr, c'est comme si c'était écrit. Les deux candidats au rookie de l'année lors de la saison 2022, c'est Scottie Barnes qui l'avait emporté. On suit la carrière des deux joueurs en parallèle. Evan Mobley a été défenseur de l'année dernière. Il a disputé bien plus de séries playoffs que Scottie Barnes. Donc, c'est une belle opportunité pour Scottie Barnes de remonter un petit peu dans ce duel historique avec son adversaire historique. Ensuite, on se penchera sur le cas de Brandon Ingram. Est-ce que Brandon Ingram peut mener cette équipe des Raptors plus haut qu'on l'espère? Ça sera la grande question. On parlera enfin de RJ Barrett. Quel rôle pour lui dans cette série? Parce qu'il y aura beaucoup de questions autour de RJ Barrett. Et enfin, on regardera les bancs parce que ça peut aussi jouer dans cette série, les bancs, les 5 de transition des Raptors, quand il y aura des titulaires avec des remplaçants, quand il n'y aura qu'un seul des deux intérieurs sur le terrain du côté des Cavs, qu'est-ce que les Raptors vont devoir faire? Voilà, j'ai été assez complet, un sommaire assez long, mais parce que on a une émission riche. Et tout de suite, on ne va pas démarrer par l'actu vraiment des Raptors, on va tout de suite démarrer cette preview, comme on dit en anglais. La preview, Patrick, c'est parti. Patrick, on commence avec vraiment les clés collectives. On va placer le décor de cette série. On rappelle les Cavaliers qui ont fini 4e du coup de la saison régulière, les Raptors qui ont fini 5e et qui vont devoir jouer 2 matchs à Cleveland, 2 matchs à Toronto, après un match chez chacun. Si ça va jusque-là, les Cavaliers, on ne peut pas vraiment, je pense, s'attarder sur les rencontres qu'ils ont joué contre les Raptors. Les Raptors, ils les ont battus 3 fois. Mais ce n'était pas l'équipe des Cavaliers avec James Harden. Sur certains matchs, il y avait des absents. Donc, on va un peu faire comme si on ne s'occupait pas de ces matchs-là, même si on peut y faire référence pour certaines choses. Mais de manière générale, comment tu vois cette série? Déjà, comment tu vois cette série? On peut le dire, les Raptors ne seront pas favoris. Les Cavs ont une équipe qui est bâtie pour aller très loin, pourquoi pas jusqu'au titre. Comment tu vois cette série d'abord? Oui, c'est vrai, ce que tu viens de dire, on ne peut pas se fier au match qui les a... Parce qu'ils se sont rencontrés en tout début de saison, avant même donc la pause du All-Star Game. Et après, il y a eu le trade. Donc, c'est une équipe complètement différente que les Raptors vont rencontrer. Mais je pense que toute la saison, les Raptors ont surpris beaucoup. Il y a peu qui s'attendaient à ce qu'ils soient là où ils sont. Et je me dis que ça va être la même histoire dans les playoffs. Ils vont surprendre beaucoup. Mais là, tout le monde est d'accord que les Raptors ne sont pas favoris. Mais je pense qu'ils peuvent compter sur ce qu'ils ont développé pendant la saison. Ce qu'on a vu, les forces et les faiblesses, en commençant par les faiblesses, c'est le tir à l'extérieur, les 3 points. Ça, c'est vraiment l'une des pires équipes de la Ligue. Mais leur force, c'est la défense. Quand ça marche très bien. 2, les contre-attaques. 3, les points dans la raquette. Donc, avec ces 3 éléments, je pense qu'ils peuvent jouer. Et donc, la défense sera énorme parce que James Harden est très fort. Mais on ne sait pas quel James Harden va venir parce que chaque fois qu'il y a les playoffs, on a une autre version de James Harden. Donc, il faudra absolument compter sur la défense, sur les différentes match-ups, la défense collective et donc les points en transition. Mais le problème avec ça, c'est que dans les playoffs, en général, le jeu se ralentit. Donc, ils jouent vraiment ralenti et puis le banc se serre, les rotations vont se serrer. Donc, ça sera beaucoup plus tactique qu'autre chose. Et là, ça va donc jouer sur la tactique de Darko, les différents match-ups, les ajustements qu'il va faire
Mais je pense que au niveau match-up, de loin, comme on a dit à l'émission de la semaine passée, je préfère le match-up contre les Cavs au lieu de New York parce que physiquement, New York est vraiment imposant. Et quand le jeu, donc, le jeu se calme, là, New York serait en avantage avec Brunson, avec son jeu de pick and roll, avec Kat, si jamais il décide de faire ça. Mais avec Cleveland, je pense que les Raptors ont une chance de prendre un match ou deux. Prendre la série, ça me surprendrait. Mais comme a dit Leo Routins la semaine passée, les coachs ne préfèrent pas divulguer leurs secrets avant les playoffs. Peut-être il y aura des choses que Darko s'est réservé pour les playoffs. On va voir. Mais je pense que la défense, la transition, la lutte dans la raquette, ça va être les trois clés de cette série contre Cleveland. Moi, je voulais aborder des points, si on se base, comme tu dis, sur la saison des Raptors. Il y a une chose qui peut être inquiétante, c'est que on a vu contre les meilleures équipes de la ligue, les Raptors n'ont pas été capables de bien gérer les quatrièmes quart-temps. Donc, je pense que ça va être primordial et ça va être un vrai test de voir si les Raptors sont capables de s'améliorer dans ces quatrièmes quart-temps, soit de gérer des avances, si jamais ils arrivent à avoir des avances, soit à ne pas se laisser déborder et à être trop loin et à perdre le match avant même la fin. La clé pour moi, ça va être de réussir à rester dans ces rencontres. Il y a une chose qui est intéressante, c'est, tu as dit, l'adresse à 3 points des Raptors n'est pas bonne, mais depuis le All-Star Break, les Raptors ont beaucoup progressé. Ils font partie des meilleures équipes sur le catch and shoot et sur le spot-up shoot. Donc ça, c'est intéressant. Je pense de que voir Jacoby a un mot à dire. Jacoby Walter n'y est pas pour rien. Oui. Mamou Kelashvili n'y est Oui. pas pour rien. Brandon Ingram aussi, qui met ses tirs à 3 points en catch and shoot, n'y est pas pour rien. RJ Et aussi, de temps en temps. RJ, Ouais. qui est plutôt régulier, c'est pas tout le temps, mais il en met. Et bien sûr, Emmanuel Quickley, qui peut être très intéressant. On va en parler après. Pour moi, les grosses clés, c'est ce que tu as dit. Ça va être capable de ne pas subir le rythme de Cleveland. Parce que Cleveland va vouloir absolument jouer sur demi-terrain, poser le jeu, pick and roll James Harden, isolation pour Mitchell, avec des shooters de partout. Et il va vraiment falloir réussir à jouer vite le plus possible. Parce que si les Raptors rentrent dans un duel de demi-terrain avec ces Cavs-là, ça va devenir très, très, très compliqué. Parce que même si on peut voir des faiblesses sur la défense extérieure des Cavs, une fois que tu as passé ce premier rideau, tu dois aller te taper Mobley et Allen qui protègent le cercle. Donc ça va être quand même l'une des clés. Et aussi le rebond. Le rebond et la physicalité. Le rebond parce que Allen Mobley, c'est très grand, c'est très physique. Mais on a vu par le passé aussi que Allen Mobley, ça peut se faire bouger. Ouais. Ça, je vais en parler après quand on va parler de Jakob Poeltl. Mais je pense que, et là je te rejoins sur le fait que je pense que Cleveland est une meilleure match-up pour les Raptors que les Knicks, parce que les Knicks, c'est physique à tous les postes. À part Brunson, parce que Kat, il ne faut pas le sous-estimer, il est capable d'être physique. Il est aussi, physique en attaque Ouais. déjà. Et là, malgré tout, sur les postes extérieurs, il n'y a pas vraiment de physicalité. Et on a vu par le passé, Jarrett Allen, c'est un peu tout ou rien au niveau physicalité. On l'avait vu contre Robinson, s'il se fait rentrer dedans, il peut vite se mettre à douter. Donc là, je pense que les Raptors, et pareil pour Evan Mobley, je pense que Scottie Barnes, par contre, si on peut retenir des choses de cette année, parce qu'on ne peut pas retenir tout, mais dans les duels avec Mobley, Scottie Barnes, il a tenu la dragée haute et il a été très physique. Donc ça va être très très important. Et ensuite, l'adresse à 3 points, parce qu'on va en parler quand on va en parler du banc. C'est pour ça que là, on met des trucs généraux, mais qui vont se retrouver après, qu'on va pouvoir aborder plus en profondeur quand on va parler des autres sections. C'est 40% de réussite, tous les joueurs du banc, en dehors de Schroeder, tous les autres shooters de Cleveland, tous les role-players, c'est des gars capables de shooter à 3 points et qui peuvent faire très mal aux Raptors parce qu'il y a les ball handlers pour aller pénétrer et ressortir. Donc ça va être très important que les Raptors, s'ils veulent rester dans les matchs, qu'ils mettent leur tir à 3 points. Moi, je pense qu'ils ont les joueurs pour, mais il va falloir le faire parce qu'on va le rappeler une nouvelle fois, si vous suivez l'émission, les Raptors se créent ces tirs à 3 points malgré tout. Ils les ont.
Après, ils ne les mettent pas Le assez. secret, c'est de les mettre. Voilà. Exactement. Oui. Donc voilà, je pense pour les choses générales. Et maintenant, pour terminer, dans l'idéal, quel est pour toi le scénario idéal qui ferait que les Raptors parviennent à, allez, on va dire, emmener cette série en 7 et peut-être se donner une chance de passer? L'idéal, ce serait, comme tu viens de le dire, de ne pas avoir 15 points, 20 points de différence, de rester dans le match. De rester dans le match et de se donner une chance en dernier quart-temps, parce que si Brandon Ingram continue sur sa lancée de la dernière semaine, il a été nommé joueur de la semaine à Mhm. l'Est avec une performance extraordinaire. Donc, si il continue à faire cette performance-là, c'est quelqu'un qui peut porter l'équipe, on va en parler plus tard, dans le dernier quart-temps. Mais il ne faudra pas que ça soit un quatrième quart-temps qui est là pour remonter une différence de 15 points, de 20 points. Mais s'il reste dans le match et qu'il se donne une chance dans les dernières 2-3 minutes du match, tout peut arriver. On a vu justement dans leur dernier match à Cleveland, c'était Jamison Battle qui a mis 4 tirs à 3 points qui ont permis justement aux Raptors de gagner. S'il reste dans le match et que Darko puisse prendre les temps morts au moment qu'il faut et de s'ajuster, de ne pas être dans le blowout, qui reste dans le match, ils peuvent se donner une chance. Parce que une série de 7 matchs dans les playoffs, tout peut arriver. Tout peut arriver, une blessure ou deux, ou bien quelqu'un qui fait 6 fautes, qui sort, ça change complètement les données du match. Donc, ils ont une chance, mais il faut vraiment qu'ils restent dans le match tout au long de la partie et qu'ils ne soient pas derrière 15-20 points, puis qu'ils fassent un effort pour revenir et qu'à la fin, ils sont fatigués, ne peuvent pas gagner le match. Ouais, mais c'est exactement ça. Je pense pas que les Raptors vont être en mesure de blow out les Cavs. Ça va être le but, c'est de réussir à créer des matchs serrés et de le plus possible, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont capables de le faire, mais de créer des pertes de balles et de jouer en contre-attaque. Ouais. On sait qu'en playoff, tu l'as dit, ça sera beaucoup moins le cas. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait 20-25 points en contre-attaque. Mais s'ils sont capables le plus possible de le faire, il va falloir le faire. Et aussi, ne pas hésiter à relancer sur un panier encaissé. Jouer vite, en fait. Si les Raptors arrivent à imposer leur rythme, d'une manière ou d'une autre, ils ont une chance de faire durer la série. Je ne dis pas de la remporter, mais au moins de faire durer la série. Et je pense aussi il va falloir faire jouer Donovan Mitchell et James Harden en défense. Il va falloir aller Les attaquer. les attaquer, les Ouais. provoquer, leur faire des fautes, les fatiguer aussi. Euh, James Harden, on sait qu'il n'aime pas trop défendre le 1 contre 1 face à des joueurs assez rapides, mais attention, ne pas le sous-estimer, ils vont certainement le mettre au poste Mhm. et il va falloir aller le provoquer au poste et être très très attentif parce qu'il est capable d'aller mettre les mains et je ne serais pas étonné que parfois il switch et qu'on retrouve James Harden sur Scottie Barnes. Et là, Scottie Barnes va falloir qu'il soit très attentif et qu'il soit précautionneux avec le ballon parce que il va falloir aussi limiter les pertes de balles. Les Raptors ont été capables de le faire, Mhm. mais là, il va falloir le faire encore plus. On ne veut pas de perte de balles débiles, désolé Ouais. du mot, mais on n'en veut pas. En playoff, c'est vraiment tous les détails qui Tu vas comptent. payer le prix si tu le fais comme ça. Exactement. Et il va falloir avoir l'attention sur les détails. Et là, ça va être aux joueurs qui ont déjà connu les playoffs. Quickly, s'il est là, Barrett, Scotty, il l'a connu que dans sa première saison. Ouais. Brandon Brandon Ingram. Ingram, Ouais. ça va être à ces joueurs-là de montrer la voie à leurs coéquipiers. Et puis l'autre chose qu'il faut aussi signaler, c'est que les Raptors cette saison, ils ont pu gagner à l'extérieur. Donc commencer le playoff à l'extérieur, c'est pas un problème pour eux parce que ils ont l'habitude justement de prendre une victoire ou deux à l'extérieur. S'ils réussissent à prendre un match sur deux dans les deux premiers, là ils sont assurés d'aller jusqu'au cinquième match et puis quand ils seront à Scotiabank Arena, tout peut arriver. Exact. On Ouais. va commencer à rentrer dans les détails de cette série. Et pour commencer, ça va peut-être étonner les gens, mais je voulais commencer par Jakob Poeltl parce que pour moi, c'est le facteur X de cette série. En fait, si les Raptors n'ont pas un grand Jakob Poeltl, si Jakob Poeltl n'est pas en forme, et malheureusement, ça ne dépendra pas que de lui parce que on a vu son dos peut lui jouer des tours. Et l'exemple typique, c'est le Jakob Poeltl face à Détroit dans les deux matchs contre Détroit. Le premier match contre Détroit de fin de saison, il a été extraordinaire. Mhm. Il a défendu sur Duren. Il a marqué 25 points. Je crois qu'il a pris 8 rebonds. Il a fait 5 passes décisives. Il a été sensationnel. Le match suivant, et je ne pense pas que c'est parce qu'il fait un mauvais match,
Je pense que c'est parce qu'il a son dos qui a dû se réveiller. On l'a vu dans d'autres matchs, même contre Brooklyn. Il est inexistant et Duren a mis plus de 30 points. Dans son duel avec Jarrett Allen, pour moi, il va être indispensable que Jakob Ouais, Poeltl gagne ce duel ouais. au rebond pour le bloquer et dans la mobilité parce que il va être mis en difficulté sur pick and roll par James Harden. Comment tu vois le rôle de Jakob Poeltl dans cette série? Ah, justement, tu viens de le dire, le mot-clé, c'est pick and roll parce que, en général, cette saison, Yak a été bon face aux joueurs de grande taille. Mais quand ils switch et qu'ils font du pick and roll, et là, il est en position de défendre contre un joueur plus petit, là, il se fait driver. Même contre Brooklyn, en ce moment, il avait des problèmes parce que Brooklyn jouait petit. Et donc, si une équipe joue petit, ils vont exploiter justement cette faiblesse de Yak. Mais si son duel, c'est avec Allen, avec un peu Mobley. Mobley peut un peu sortir, Mhm. mais avec des joueurs de grande taille, il peut s'imposer. Et comme tu l'as dit, la clé de ce match, ce sera les rebonds. Si le Yak qui vient, ce sera le double-double de la saison dernière, là, on est bon. Je pense que pour lui, à mon avis, c'est être constant, d'être le bon Yak à tous les matchs. Et là, il est capable de le faire. Il nous a montré des flashs comme le premier match contre Detroit. Il était extraordinaire, il a bien défendu, il a marqué et dans la raquette, il sait comment trouver les gens peuvent ils savent comment le trouver, mais je pense qu'il a une chance parce que quand même Cleveland ils sont grands. Donc face à des joueurs de grande taille, il a toujours bien répondu et il sait bien faire des blocs pour aller prendre le rebond. Je pense que mais ce sera, comme je l'ai dit, ce sera le facteur X de ces saisons parce que c'est le seul joueur à 7 pieds des Raptors qui est dans la rotation. Donc, tout va dépendre de lui à condition qu'il ne commette pas de faute et que 3-4 fautes, il doit sortir. Bien que CMB peut être très physique, mais les Raptors auront besoin de Yak dans cette série. Totalement. Et en fait, ce qui va, tu l'as dit, les fautes et l'état de son dos. Malheureusement, on ne sait pas d'un match à l'autre quel yak on peut avoir. Peut-être qu'on aura un formidable yak au premier match et qu'au deuxième match, il va totalement se faire marcher dessus parce qu'il ne sera pas, en phase avec son dos. Il y en a qui plaisantaient, qui disaient qu'il faudrait l'envoyer en Allemagne pour lui faire des Comme injections Luca magiques. Luca, lui, c'est en Espagne. en Espagne, oui, Mais oui. oui, oui, c'est ça, c'est comme Luca, l'envoyer en Europe pour prendre un peu de potion magique, comme tu aimes bien dire. Et pour terminer, il va avoir un impact aussi très important, Yak, qui est quickly ou pas, dans sa création avec ses écrans pour permettre justement à ses coéquipiers d'aller au cercle, parce que ça va être une des choses sur lesquelles on va discuter avec RJ Barrett. Comment accéder au cercle avec Mobley et Allen sur le terrain, ou même quand il n'y a qu'un seul des deux, comment accéder à ce cercle? Et ben, il va falloir utiliser Jakob Poeltl et ça sera très important qu'il soit là pour aider ses coéquipiers à ce niveau-là aussi sur les écrans. Passons à un peu l'actualité des Raptors parce que malheureusement, comme je le disais en introduction, on ne sait pas si Quickly sera disponible pour le premier match. Il est au jour le jour pour l'instant. Je pense que les Raptors ne veulent pas vraiment divulguer sa blessure pour pas donner d'indication à Cleveland qui pourrait se préparer déjà à ne pas avoir Mhm. Quickly. Autant dire au jour le jour, comme ça, Cleveland va devoir préparer Les deux, ouais. les deux. Euh, pour toi, à quel point ça serait compliqué si Emmanuel Quickly n'était pas là? Qu'est-ce que ça coûte aux Raptors de ne pas avoir Quickly? Ça coûte d'abord les tirs à l'extérieur de Quickly, parce que sa présence comme meneur, quand même, ça permet d'avoir le spacing qu'il faut, surtout quand il s'agit de pick and roll avec Yak. Et c'est un joueur quand même qui peut tourner 16, 17, 20 points dans un match et puis qui est nécessaire, surtout dans les derniers instants du jeu où il a un tir ouvert, il peut le prendre. Et donc, et deux, ça va faire que Scotty Barnes va jouer au poste de meneur il a joué plusieurs fois et puis il a montré qu'il peut le faire. Mais avoir Scotty Barnes dans son poste naturel serait mieux parce qu'avec la présence de Quickly et de Jamal Shead comme remplaçant, ça met tout le monde dans leur poste naturel et là, ils peuvent bien performer. Et donc, il est vraiment nécessaire que Quickly soit là. Moi, je suis
plutôt optimiste parce qu'ils ont une semaine. Ils ont une semaine pour se préparer. Ils ont joué dimanche et le prochain match, c'est samedi. Et donc, ils ont eu 2 jours de repos. Donc, repos, ça veut dire qu'ils vont se faire soigner. Et puis, quand ils ont fait les tests, ils ont vu que ce n'était pas aussi grave qu'on le pensait. Donc, avec une semaine de repos, de traitement, je pense que Quickly peut jouer. Mais s'il ne joue pas, on sait qu'il y a des solutions de rechange, même si c'est dur parce que dans les playoffs, on sait que la rotation va se serrer. Les joueurs qui jouaient 26 minutes, ils vont jouer 30 minutes. Donc, avoir Quickly dans la rotation, ça va beaucoup aider parce que les remplaçants ne vont pas jouer beaucoup de temps. Parce que je pense que les Raptors vont compter beaucoup sur Scottie Barnes, sur Ingram, sur RJ, à jouer la grande majorité du temps et Quickly aussi. Et donc, ce serait vraiment dommage de ne pas l'avoir au premier match. S'il n'est pas là au premier match, sûrement que le deuxième match, il pourrait être là parce que il y a quand même un intervalle entre les 2 matchs. Mais moi, je reste plutôt optimiste par rapport à la présence de Quickly. Mais lui, il amène les joueurs à leur poste naturel et surtout le spacing avec son tir à 3 points, le pick and roll avec Yak, ça marche très bien. Donc, je pense que ce serait bien qu'il joue avec Quickly que sans Quickly. Ah oui, moi je trouve que ça serait une catastrophe si Quickly n'était pas là, même si c'est pour jouer une vingtaine de minutes comme il l'a fait sur la fin de saison. Comme tu dis, je trouve qu'il est primordial parce que malgré tout, même si c'est un Quickly qui a un peu plus de mal à se déplacer, comme tu l'as dit, son tir à 3 points est respecté Mhm. et forcément il va étirer la défense. Et les Raptors vont en avoir énormément besoin d'étirer cette défense puisque il y a Allen et Mobley dans la raquette. Donc il va falloir étirer cette défense. Et en plus, défensivement, il faut le noter, il a beaucoup Mhm. progressé. Darko Rakovic a souligné son travail loin du ballon. Et enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est le joueur qu'on nous avait vendu quand il est arrivé, on nous avait dit, vous allez voir, peut-être c'est pas le meilleur défenseur en 1 contre 1, mais il est intelligent loin du ballon, il Mhm. va faire les interceptions, il va se mettre dans les lignes de passe. Et c'est vrai qu'on l'a vu de On l'a plus en vu, plus ouais. sur les derniers Ouais, matchs. ouais. Donc, très très important qu'il soit disponible. Et ma question, Patrick, s'il ne l'est pas, comment les Raptors s'adaptent? Partons du principe qu'on n'a pas Quickly sur les 3 ou 4 premiers matchs, catastrophe. Comment les Raptors s'adaptent? Ou même si c'est que pour le premier, comme tu dis, parce qu'il aura au final 12 ou 13 jours de repos s'il ne joue pas le premier match. Mhm. Mais comment les Raptors s'adaptent? Est-ce que c'est Scottie Barnes titulaire à la main et tu joues plus grand? Est-ce que toi, tu fais débuter Jamal Shed? Comment tu vois ça? Est-ce que tu fais jouer Jacoby Walter? Moi, je vois beaucoup plus Jacoby. Ouais. Je vois beaucoup plus Jacoby avoir Scottie Barnes à poste de meneur pour le début du match. Parce que Jamal Shed, il joue bien avec la deuxième unité. Donc, avoir Jamal Shed comme remplaçant et commencer avec Jacoby et Scottie Barnes comme meneur. Et là, on aura une équipe plus ou moins défensive quand même avec Jacoby dans le 5 de départ et aussi avec Jacoby comme tireur dans le coin. Et surtout, moi, une des qualités de Scottie Barnes, c'est ses passes. Tu es bien positionné, il va te trouver. Des fois, il perd une balle ou deux, justement, à cause il veut créer. Mais le problème avec ça, le danger avec ça, quand on a vu Scottie Barnes comme meneur, il marque moins de points. Mhm. Parce qu'il veut créer, il veut donner l'opportunité à l'autre. Donc, il y aura des points de Scottie Barnes à compenser. Donc, on se dit que Brandon Ingram va rester le Brandon Ingram des 38 points, 35 points, parce que quand Scottie Barnes est meneur, il a tendance à être facilitateur et attaquer moins. Donc, ça va être ça. Mais si, à mon avis, ils vont commencer avec Jacoby et puis avoir Jamal Shead avec la deuxième unité. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que Jamal ne doit pas débuter parce que dans ce 5 de départ, il n'y a pas assez de shoot. Si on a Jamal Shed, Ouais. Scottie Barnes, Jakob Polton, tous les trois sur le terrain en même temps. Donc on peut espérer que Scottie reste dans sa lignée des derniers matchs où il met dedans à 3 À points. 3 points, ouais. Mais c'est ça le problème aussi, Scottie meneur, c'est que ça l'écarte du cercle. Il n'a pas tout le temps. Peut-être que il s'est un peu gardé et qu'il va être plus agressif, mais il n'a pas été régulier cette saison sur le fait d'attaquer le cercle. Mhm. Parfois, on a eu des matchs où il l'a fait, mais dès qu'il y a un meilleur défenseur sur lui, c'est plus compliqué. Et là, il va être face à Evan Mobley,
Evan Mobley est très, très athlétique et surtout, il est très mobile Mhm. pour sa taille. Donc, ça va être très compliqué pour Scotty. Il va falloir compter sur son tir à mi-distance et sur le tir à 3 points. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait en fait Jacoby Walter pour compenser la perte de Quickly. Jacoby Walter qui a terminé la saison à plus de 38% à 3 points. Mhm. Il marche sur l'eau en ce moment. C'est depuis le All-Star Break qu'il est à plus de 40% de réussite. Et en plus, comme tu le dis, il apporte la défense La peut-être défense, ouais. que sur la Quickly. balle que Mhm. Quickly n'a pas. Et là, on va avoir aussi besoin de défense sur la balle parce qu'il y a deux porteurs de balle du côté Qui sont des très bons. Cavaliers qui sont excellents. On va en parler après. On parlera de la défense sur les deux porteurs de balle quand on va aborder le cas RJ Barrett. Pour l'instant, on va prendre une petite pause et ensuite on va revenir avec. On a encore 4 items à discuter. On se laisse là-dessus, on prend la pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Nous sommes de retour. Vous êtes toujours sur Choc FM 105.1. C'est Franco Raptors, Mike Laviole et Patrick Bizindavi, bien sûr. Playoff Patrick, il est là, il va porter chance. Et parce que la dernière fois que les Raptors étaient en playoff, toi, tu n'étais plus là. Je n'étais plus là. Donc là, je suis là pour. Parce que quand j'étais là, ils ont gagné le titre. Exactement. Et là, je reviens, ils sont en retour en playoff. Donc je vais porter chance aux Raptors. Exactement. Toi, tu n'as pas vécu cette série contre les Sixers. Sixers, ouais. J'avais raté le dernier match. Pour la petite histoire, j'avais eu Covid juste la veille du dernier match. Mais bon, j'ai rien raté. James Harden, déjà lui, nous avait détruit. Il n'avait pas été régulier sur la série contre les Raptors avec Philadelphie, mais il avait sorti 2-3 matchs d'anthologie Ouais. qui avaient été suffisants pour. Et puis Joel Embiid était Joel Embiid à cette époque. Exactement. Et après, Siakam lui avait pété l'œil. Revenons à cette série contre les Cavaliers et le duel tant attendu entre Scottie Barnes et Evan Mobley. Comment tu vois ce duel? Quelles sont les clés de ce duel et à quel point ce duel est important? C'est vraiment le duel de la série, carrément. Mais je vois beaucoup plus avantage Barnes. Parce que lui, quand il est face aux joueurs, il y a des joueurs qui l'inspirent. Hier, je regardais justement les bons moments de la saison. Ils ont fait une compilation des highlights de la saison des Raptors. Et chaque fois qu'il y avait Mobley, chaque fois qu'il y avait Giannis, chaque fois qu'il y avait un joueur qui était je ne peux pas dire au niveau supérieur de Scottie Barnes, vient avec une détermination énorme. Et là, Mobley, c'est la même chose. Ils sont de la même promotion, ils sont arrivés en même temps. Et puis les gens disaient, oh, Mobley il est mieux que Barnes, là, là. Barnes qui gagne le rookie de l'année, Mobley qui gagne défenseur de l'année, qui est donc le titre dont Scottie Barnes aimerait avoir le plus, mais Wembanyama, il y a Wembanyama qui est là. Et donc je pense que Barnes va prendre ce défi personnellement pour dire, je vais démontrer que je suis mieux, je suis plus bon que Mobley, et je pense qu'il peut le faire. Défensivement, il n'y a rien à dire pour Barnes. S'il joue la défense comme le Barnes qu'on a vu cette saison, personne ne peut battre Scottie Barnes en défense. Et là, il faudra être, parce que lui, il joue à l'intérieur, il joue à l'extérieur, donc il faudra vraiment être très vigilant. Mais de l'autre côté, Mobley devra défendre contre Barnes. Et là, Barnes peut sortir et puis l'amener à l'extérieur. S'il l'amène à l'extérieur, il y aura des cuts. Donc, ça fait une menace de moins dans la peinture des Cavaliers. Donc, ça va être intéressant ce duel. Et dépendant aussi du poste que va jouer Barnes. S'il joue meneur, Mobley ne pourra pas défendre contre lui quand il est meneur. Donc, il faudra qu'eux-mêmes ils fassent une rotation autre pour que quand il est meneur, ça va être très difficile pour Mobley de défendre contre lui comme meneur. Donc, ça va dépendre du poste que va jouer Scottie Barnes. Mais je pense que si je vais apprendre un joueur sur le duel, je vais prendre Barnes. La question c'est, est-ce que Scottie Barnes défend forcément sur Evan Mobley? Je te donne mon point de vue. Parce que on sait que, en fait, on peut parler maintenant des menaces à l'extérieur que sont James Harden et Donovan Mitchell. Je pense que Scottie Barnes peut débuter sur Mobley, mais je ne serais pas surpris
que Scottie Barnes, à plusieurs moments du match, soit amené à défendre sur James Harden. Et que ce Mm. soit, et que ce soit Brandon Ingram qui soit chargé d'Evan Mobley, Mhm. qui, quand il est associé à Jarrett Allen, est plus envoyé au large, puisque généralement, c'est Jarrett Allen qui est mis dans les pick and roll. Mhm. Et en fait, Mobley est utilisé au large. Et ça, c'est une des clés de la série, c'est est-ce que Mobley sera capable de mettre dedans à 3 points. À 3 points. Les Cavaliers ont très mal fini la saison dans l'adresse à 3 points, même si individuellement, ils ont beaucoup de joueurs qui finissent la saison à plus de 40%. Mobley, je pense que c'est vraiment le facteur X des Cavs par sa capacité à scorer. Si on a un Mobley qui est timide dans le coin, qui prend des tirs et qui est peu agressif, les Raptors ont une chance supplémentaire. Et c'est pour ça que je me demande, toi, est-ce que tu vois cette possibilité de mettre Scottie Barnes sur un des joueurs extérieurs Mhm. et de laisser Yak sur Allen? Et on l'a aussi pas mal vu cette saison, Ingram, être en protecteur de cercle, Mhm. plus ou moins, ou Oui. des fois défendre sur un grand Ouais. joueur. Parce qu'il faut savoir que aussi la ligne extérieure de cette équipe, c'est pas des joueurs de grande taille. Mhm. Donc on peut se permettre d'avoir Ingram sur un plus grand et ensuite d'avoir Scottie Barnes qui va défendre au large. Et on peut même encore le faire avec double effet quand ça sera Scottie et CMB quand Jarrett Allen sera sur le banc. Ouais. Moi, je pensais beaucoup plus à CMB. Ok. Je pensais beaucoup plus à CMB parce que peut-être dans les rotations, je vois beaucoup plus CMB sur James Harden que Scottie Barnes. Ok, ça se tient. Oui, et que si jamais, par exemple, Yak est en difficulté et que Yak est remplacé, Darko peut décider que finalement, Barnes va jouer centre Mhm. et donc il va jouer Barnes et CMB. Alors, si CMB est sur le terrain, CMB sur Harden, ça peut marcher. Parce que si CMB peut défendre contre n'importe qui. Il est vrai que James Harden, avec sa maîtrise de balle, il serait plus rapide. Mais la défense de CMB, il sait bouger, il est physique. Moi, je vois beaucoup plus CMB sur Harden que. Ok, ça se tient. Oui. Et puis, le fait d'avoir Ingram, il peut défendre, parce que lui, il a aussi la taille qu'il faut pour défendre contre Mobley. Mhm. Donc, mais la clé, ce sera des rotations défensives. Parce que si tout le monde sort pour défendre, là, il faudra vraiment que la raquette soit bien préservée et que les rotations défensives se fassent à temps pour que. Parce que James Harden, il bat son défenseur, il a Mobley, il a Allen, le alley-oop, c'est sa spécialité. Donc, les rotations défensives, il faudra vraiment que ça soit vraiment à point pour que ça puisse se faire. Mais je vois beaucoup plus CMB sur Harden que. C'est intéressant. Et tu sais que nos amis, je t'avais promis que j'allais pas trop les citer parce que j'ai beaucoup aimé leur preview et j'essaye de pas faire du plagiat français en anglais. Mais nos amis de Raptors République ont fait une preview et en fait, ils disaient quelque chose de très intéressant que en fait, il valait mieux que Scottie reste sur Mobley parce qu'en fait, si Mobley est à l'extérieur, c'est un joueur sur lequel que tu peux le laisser pour aller aider sur les autres. Mhm. C'est la menace la moins dangereuse à 3 points. C'est pour ça que Mobley, s'il met ses 3 points, on nous Ok. dira bravo, la série, elle est pour vous. Mais je pense que c'est defend off him, en fait, il disait. Donc, c'est le joueur qui peut lâcher pour aller combler les brèches, et c'est ce que Scottie Barnes fait de mieux. Mhm. Donc, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, en fait, Scottie, sur sa défense, vaut mieux qu'il soit sur un attaquant moins dangereux pour être capable d'aller en aide Ouais. sur les autres. Absolument. Donc ça va être hyper intéressant à suivre dès le premier match, voir ce que Darko choisit de faire. Et ensuite, il faudra aussi, on va en parler quand on va parler des remplaçants, voir quel rôle tu donnes en défense à Mamou Kelashvili, qui lui aussi peut avoir un rôle très très important face à Jarrett Allen, justement pour le faire sortir de la raquette. Mais on va en parler après quand on va aborder les remplaçants. On va enchaîner avec Brandon Ingram. Pour moi, Brandon Ingram, c'est la clé de la série pour les Raptors. Bah ouais. Brandon Ingram, c'est le scoreur numéro 1 des Raptors. Et surtout, il a fait des excellents matchs contre les Cavs cette année. Et comme on le disait quand on parlait de nos préférences, pourquoi plutôt les Cavs que les Knicks? Parce que les Knicks, ils ont OG Anunoby et ils ont Michael Bridges Qui et ils peuvent ont même défendre, ouais. Hart, qui est très physique, qui peut aller l'embêter. Qui est-ce qui va défendre sur Brandon Ingram du côté des Cavaliers? C'est ma question. Ouais. Et justement, c'est pour ça que si on a Brandon Ingram qui sort le grand jeu sur cette série, comme il l'avait fait contre les Suns il y a quelques années de ça,
où il était défendu par Mikal Bridges d'ailleurs. Donc, Mhm. ça n'avait pas empêché de briller. Mais ça peut être vraiment la clé pour les Raptors dans cette Absolument. série. Et je pense que Brandon Ingram est l'un des. Euh, Ça fait partie justement du fait qu'on aura besoin d'Emmanuel Quickly. Le fait que Cleveland n'ont pas vraiment de joueurs qui peuvent défendre contre Brandon Ingram, il y aura absolument des prises à deux, il y aura absolument même des prises à trois. C'est pour cela qu'on a besoin d'un Quickly de l'autre côté qui peut être une menace au tir à 3 points. Parce que si Brandon Ingram est pris à deux ou à trois, il faudra absolument qu'il donne la passe. Et là, la personne qui reçoit la passe sera une personne déjà ouverte qui est prête à tirer. Mais sinon, s'ils font un contre un, il n'y a personne qui peut prendre Brandon Ingram. Et s'il est dans le bon rythme pour les tirs à distance, il n'y a personne qui peut défendre contre lui. Mais la clé, comme on l'a dit à l'émission de la semaine passée, il faudra lui donner la balle beaucoup plus tôt. Mhm. S'il peut créer, ou bien s'il a la balle plus tôt, il peut donner la passe, sachant que ça va lui revenir. Mais s'ils attendent à lui donner à 8 secondes, à 5 secondes de la fin des 24 secondes, là, ça va être compliqué. Mais le joueur clé de l'attaque des Raptors, ça va être Brandon Ingram. Et c'est pour cela qu'il est là, parce qu'il a été amené pour créer. Et ça va être une menace offensive. Et s'ils décident de faire un contre lui, là, ils auront des problèmes parce que son tir à mi-distance, même il va attaquer l'anneau, il va faire commettre des fautes, il va nous sortir des matchs à 35-38 points, et là, les Cavaliers seront en difficulté contre lui. Donc, la clé de l'attaque des Raptors, c'est vraiment Ingram, et surtout, il a dit à sa dernière conférence de presse, Darko l'a encouragé, inspiré à jouer en défense. Oui, Et puis, il répond défensivement. Il a eu des matchs où il a eu des contres, il a eu des couvertures au placement en défense. Donc, je me dis que la clé de ce match, ce sera Ingram. Et surtout, il aura plus de temps de jeu parce que la rotation va se serrer. Donc, c'est vraiment la clé. Si les Raptors ont une chance, ce sera vraiment avec Ingram. je pense que les Raptors qui vont loin dans cette série, ça ne peut se faire que avec un grand Brandon Ingram. Il n'y a pas d'autre solution. Et je te suis sur le fait que j'espère qu'on va le voir plus pénétrer. Parce qu'il peut vraiment aller provoquer des fautes et la défense va se resserrer sur lui. Et c'est pour ça que je disais, l'adresse à 3 points sera primordiale. Et comme tu l'as bien dit, la présence de Quickly serait primordiale. Après, il y aura d'autres joueurs. Mamoukelashvili ouvert, Jacoby Walter ouvert. Est-ce que Jamison Battle va avoir une petite chance? On verra. On va On parler verra. du banc après. Et on a AJ Lawson qui peut tirer à 3 points Jay aussi. Lawson, on verra. Peut-être que Darko va réserver des surprises. En tout cas, pour moi, ça passera par un grand Brandon Ingram. Et aussi, tu l'as dit, côté défensif, ça me fait penser à quelque chose. Parce que les fois où on l'a vu le plus en difficulté, j'ai l'impression que c'était contre New York aussi, Mhm. où il y a eu Mikal Bridges qui l'a attaqué sans cesse, OG Anunoby qui l'a attaqué sans cesse. Là, je ne vois pas d'attaquant de cette équipe des Cavs capable de l'attaquer sans Ni cesse. sur le banc, ni sur les 5 de départ. C'est vraiment le match-up, l'enfer pour West Brown. Le seul joueur qui pourrait créer la surprise, et ça sera à surveiller, est-ce qu'il va avoir du temps de jeu ou pas en sortie de banc côté CAF, c'est Tomlin. Tomlin, il est assez grand. C'est un poste 3-4, assez grand, assez athlétique. Peut-être qu'il pourrait nous sortir Atkinson des 5 avec Mobley et Tomlin Okay. pour avoir de la grande longueur pour défendre sur lui. Après, il faudra surveiller aussi en sortie de banc Tyson, qui a fait une très très belle saison défensive. On sait que les joueurs un peu plus petits, ils peuvent l'embêter sur son dribble, mais je pense que, comme tu le dis, les Raptors doivent le mettre dans les meilleures dispositions. Des sorties d'écran, des post-up, là où Tyson ne pourra pas aller l'embêter, des pick and roll aussi pour écarter le défenseur. Mais bien sûr, je ne pense pas que les Raptors vont jouer des ISO sur Brandon Ingram. Ils ne l'ont pas fait de la saison. Et aussi, l'une des clés, je pense aussi, ça sera pas non plus de confier toute l'attaque à Ingram et d'espérer que ce soit Ingram qui va tout créer. Il va falloir trouver un équilibre entre Ingram et le jeu collectif. Je pense que les Raptors ont plutôt bien fait cette saison. Mais en tout cas, oui, Brandon Ingram, c'est la clé de la réussite des Raptors en attaque sur cette série. On se rappelle en début de saison, quand ils tournaient à 60% de réussite à mi-distance, on avait l'une des meilleures attaques sur demi-terrain. Ouais. Bien sûr, ça, tu ne peux pas le répliquer toute une saison, sauf si tu t'appelles Kevin Durant, mais pas Kevin Durant. Mais en tout cas, c'est l'une des grandes clés de la réussite des Raptors. L'autre clé
pour l'attaque des Raptors, c'est une parfaite transition, Patrick. C'est RJ Barrett. Quel RJ Barrett on va avoir? On a beaucoup à discuter sur RJ Barrett parce que en attaque, qu'est-ce qu'il va être capable de produire? Sachant que sa force, c'est la pénétration et qu'il y a une grosse protection de cercle du côté des Cavs. Est-ce que RJ Barrett sera capable d'être adroit à 3 points? Parce que là aussi, il va avoir des tirs ouverts. On sait qu'il est assez irrégulier, mais qu'il est plutôt quand même, de manière générale sur la saison, en spot-up et en catch and shoot, ça a été pas mal. C'est au-dessus de 37%. Et on va parler de la défense après. Déjà, offensivement, Ouais. quel apport peut avoir RJ Barrett et est-ce qu'il sera capable d'apporter en attaque selon toi face à ce genre d'équipe? Je pense que les Raptors auront besoin d'un grand RJ Barrett dans cette série. Parce que, on se dit qu'il y aura des prises à deux, prises à trois sur Brandon Ingram. Alors, si sur la base, ce sera Quickly, ce sera Barrett. Donc, s'il est ouvert, il faudra qu'il puisse mettre les tirs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pénétration. Quand même, il est assez fort. Et puis, c'est sa force numéro un, les pénétrations. Donc, s'il ne marque pas, au moins faire commettre des fautes à la défense des Cavs pour qu'au moins il soit dans le bonus et que sur chaque faute, il y ait des lancers. Donc, ça sera son grand rôle. Et puis, même dans la pénétration, c'est quelqu'un qui est capable de pénétrer et de voir quelqu'un qui est en train de faire le cut et de lui donner la passe. Les deux choses qu'il faut vraiment qu'on fasse attention avec RJ, c'est un, qu'il puisse mettre les lancers. Parce que des fois, bon, il met les lancers, c'est mieux par rapport à la saison précédente, mais il y a des fois où on a besoin de lui de mettre ses lancers parce que les gens commettent des fautes sur lui. Il faudra un qui puisse mettre les lancers. Deux, il n'a pas beaucoup de pertes de balles, mais ces pertes de balles sont dans des moments cruciaux. C'est exactement ça. Ça arrive au moment où on n'a pas besoin de perdre de ballon C'est ça. et lui, il perd le ballon. Ouais. Donc, il n'a pas 4-5 pertes de ballon, mais chaque fois qu'il perd le ballon, c'est des moments où il ne faut pas. Donc, il faudra vraiment qu'il fasse attention à ses passes, aux gens qui font des cuts, pour ne pas perdre le ballon au moment qu'il faut. Et je pense qu'un grand RJ pourrait faire du bien à cette équipe des Raptors, à faire commettre des fautes, à faire des pénétrations et après être prêt à mettre les tirs quand il y aura des prises à deux, des prises à deux sur Brandon Ingram. Mais c'est ça, parce que moi, quand je regarde la ligne extérieure de Cleveland, je me dis qui va défendre sur RJ Barrett. Et ça va être forcément James Harden, Ou Donovan Mitchell. Donovan Mitchell ou Sam Merrill quand c'est les 5 de départ. Et en fait, là, quand tu prends les 3, tu te dis, en fait, RJ est capable d'attaquer ces 3 et d'aller marquer. Maintenant, bien sûr, ça va être comment il va gérer le contact avec les défenseurs sous le cercle. Est-ce qu'il va être capable de les feinter, de leur faire des fautes, de mettre ses lancers, comme tu l'as dit? Est-ce qu'il va pouvoir provoquer des fautes sur James Harden? Est-ce qu'il va pouvoir provoquer des fautes sur Donovan Mitchell? Ça va être très, très important. Mettre ses tirs quand il est ouvert, ça aussi, ça va être une clé très importante. Et en fait, c'est comme Brandon Ingram. S'il fait une grande série offensive, les Raptors ont leur chance. Et s'il passe à côté, ça va être beaucoup plus compliqué. Maintenant, je voulais parler de défensivement, parce que si tu prends le 5 de départ des Raptors, face justement à Harden et face à Donovan Mitchell, sur qui RJ Barrett doit-il défendre? Ça, si, dans le 5 de départ, euh, ça va être compliqué pour lui là. Parce qu'il joue Donovan Mitchell en poste de meneur, je pense qu'il va prendre Harden. Si c'est l'inverse, il va prendre Donovan Mitchell, mais il faudra qu'il compte sur les gens qui sont derrière lui. Parce qu'il va se faire battre. Il va se faire battre par les meneurs des Cavs. Il faudra vraiment qu'il compte sur Yak, qu'il compte sur CMB, qu'il compte sur pour la protection du cercle, parce que ça va être difficile pour RJ. Parce que défensivement, ce n'est pas sa force. La défense, ce n'est pas sa force. Et là, s'il y a des postes 1 ou 2, parmi les meilleurs de la NBA, James Harden, c'est des All-Stars prouvés chaque année et qui peuvent tirer à 3 points, qui peuvent driver, qui peuvent faire des dunks, qui peuvent faire. Ça va être compliqué défensivement pour elle. Ça sera vraiment son défi face aux Cavaliers de défendre contre ces deux-là. Ouais. Du coup, ça ramène la question, quand on parle des 5 de départ, en imaginant que Quickly est là, comment tu organises ta défense? Parce que si on part du principe que Jakob Poeltl, on sait qu'il défend sur Jarrett Allen. Scottie Barnes, on a réfléchi, on a dit c'est mieux de le mettre sur Mobley. Du coup, maintenant, il te reste
Il te reste RJ Barrett, Quickly et Brandon Ingram. Sur qui tu mets Ingram dans le trio Merrill, Harden et Donovan Mitchell? Qui défend Donovan Mitchell? Pour moi, ça, c'est la grande question. Parce que je te donne ma façon de penser. Je pense que parce qu'on aura besoin de lui en attaque, Ingram, tu le mets sur Merrill. Ouais. Merrill, c'est spot-up. Ouais. Ingram, il va aller contester, il est grand, il peut le gêner. Bon, il va devoir lui courir un petit peu après, mais ça peut switcher, etc. Je pense que RJ Barrett, par rapport à sa vitesse de déplacement latéral, il vaut mieux qu'il défende sur James Harden. Mhm. Et il va falloir absolument qu'il ne morde pas sur les feintes, qu'il ne laisse Ouais. pas traîner ses mains, parce que Harden, il va lui faire des fautes. Et je veux absolument pas RJ Barrett sur Donovan Mitchell, Oh non, non, parce non. qu'il est trop explosif et RJ va sauter au vol. Donc il va falloir que Quickly garde au mieux, avec, comme tu l'as dit, les aides derrière, Mhm. Donovan Mitchell, qui est quand même un moins bon passeur que Harden. Donc il vaut mieux que RJ Barrett puisse rester devant lui, parce que maintenant il a moins l'explosivité qu'avant. Il a toujours la roublardise et tout ça. Mais RJ peut rester devant lui et Quickly sur Donovan Mitchell, avec probablement très rapidement l'arrivée de Jacoby Walter sur C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Il faudra que peut-être dans la façon de penser défensivement, que RJ puisse faire de sorte qu'il la mette dans un coin pour une prise à deux quand Jacoby est là. Parce que one-on-one, ça va être compliqué. Donc, ça va être. Darko va peut-être trouver une façon de faire, oui, de la défense one-on-one avec beaucoup, beaucoup d'aide dans la couverture défensive. Et pourquoi pas ne pas les mettre dans le coin et avoir une prise à deux, soit avec Jacoby, soit avec Scotty Barnes. Trouver des moyens de défendre contre ces deux-là, parce que s'il y a des trous, ce sera vraiment défensivement à la fois avec Quickly que RJ. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faudra que ce soit une défense collective. Exact. Il faudra que ce soit une défense collective. Si c'est CMB, tu peux le laisser, il va se débrouiller. Si c'est Jacoby, il va se débrouiller. Mais RJ et Quickly, je pense que c'est là où il faudra être créatif en défense et d'avoir des moyens de faire des couvertures si jamais ils sont battus et qu'il y a la rotation défensive, ça va être crucial pour ces séries. Ouais, et là encore, avec James Harden, c'est ça le danger. C'est que tu vas faire les rotations, mais lui, il va voir le joueur qui est ouvert, que ce soit le lob pour Jarrett Allen, Ou le dans 3 les points pour coins, ouais. Merrill, le 3 points pour Mobley, ça sera mieux. Mais bon, si Mobley met ses tirs, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Hein. Il fait une bonne. Je trouve que les gens sont durs avec lui. Il fait quand même une bonne saison. Il ne fait pas une saison exceptionnelle, mais c'est quand même toujours, je crois, 16-17 points par match. Oui. Et c'est toujours un défenseur de calibre. Même si c'est moins mis en avant cette année, c'est quand même un défenseur de calibre défenseur de l'année. Mobley, faut pas le prendre pour acquis non plus. Donc, ça va être très compliqué. Et pour moi, défensivement, ça va être très, très compliqué pour les Raptors, parce qu'il y a énormément de shooters autour de James Harden et autour de Donovan Mitchell. Mais si on peut prendre des choses positives des matchs contre les Cavs cette année, c'est que Donovan Mitchell a plutôt été bien défendu. Il y a un match où il a eu 17 lancers francs. Par contre, ça va être l'une des clés aussi. Pas faire trop de fautes. Mais le truc aussi, c'est que quand il a été bien défendu, il n'y avait pas James Harden à ses côtés. Et depuis qu'il a James Harden, il est encore plus efficace. Et puis leur banc. Donc, ça va être un vrai casse-tête. Et Patrick me fait une passe décisive. On termine avec les bancs. Comment tu vois le rôle du banc des Raptors? Je pense qu'avec tout ce qu'on a dit jusque-là, on voit que le banc des Raptors va être primordial défensivement, parce qu'on a peut-être les joueurs pour venir colmater ces brèches-là justement sur le banc. Commençons par CMB et Jacoby, même Jamal Shed, leur rôle surtout défensif. Oui, l'un des points positifs de la saison des Raptors, c'était le banc. Parce que quand même, avoir dans la rotation CMB, Mamou, Jacoby, Jamal Shed, juste les quatre, avec une rotation, ils ont joué, Jamal a joué 82 matchs carrément. Donc, je pense qu'on peut compter sur eux. Et surtout, le duel Jamal Shed-Dennis Schroeder, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ce duel-là. Jamal Shed peut bien se défendre. Donc, je pense que les CMB, Jamal Shed et puis Jacoby, c'est vraiment les joueurs clés du banc, surtout défensivement. Et puis, quand ils vont décider de mettre la pression sur les Cavs,
ça va marcher. Je pense que ça va marcher parce que Dennis Schroeder, c'est un bon meneur. C'est un bon meneur et puis sa défense n'est pas mal aussi. Mais je pense que c'est pas quelqu'un qui va faire peur au banc des Raptors. Je pense que défensivement, avec les trois, Mamou qui va à l'attaque, qui va écarter un peu la défense des Cavs. Je pense qu'on a une chance contre ce banc, mais par rapport à Cleveland qui ont rencontré les Raptors au début de la saison, là, leur banc est Oui. beaucoup mieux que celui qu'on a vu donc les premiers matchs de la saison. C'est un banc de shooters, hein. Il y a Max Strus, il y a Terry, Tyson et Schroeder, bon, qui lui n'est pas un shooter, mais et attention, Tomlin qui peut être la surprise aussi. Est-ce qu'ils vont jouer Bryant en tant que centre remplaçant ou est-ce qu'ils vont avoir en permanence soit Mobley, soit Allen sur le terrain? Sur le terrain, ouais. Est-ce que je voulais souligner, je pense que pour les Raptors, ça serait très important les 5 de transition. Quand il n'y a pas tous les titulaires sur le terrain, côté Cleveland, quand il n'y a pas soit Donovan Mitchell, soit James Harden, c'est là qu'il va falloir les exploiter parce qu'il n'y aura qu'un seul créateur sur le terrain et il y aura probablement un seul grand sur le terrain. Donc c'est là que Mamou Kelashvili peut avoir un rôle hyper important parce que quand on n'a qu'un seul de grand sur le terrain, Mamou étire et là tu peux profiter d'une raquette qui sera plus ouverte. Je pense que les Raptors, ils vont devoir absolument gagner ces 5 de transition et après espérer tenir tête du mieux qu'ils peuvent quand c'est les titulaires. Et comme on l'a dit, emmener un match serré et à la fin, compter sur Brandon Ingram. Ouais. In Brandon Ingram, we trust. Ouais, Je c'est pense ça. que ça sera vraiment la clé sur les fins de match, mais vraiment réussir à emmener les fins de match serrés. Et voilà, les minutes du banc, il va falloir les gagner. Mais c'est pas évident non plus parce que Schroeder, c'est quand même un meneur d'expérience qui sera toujours à côté de James Harden ou à côté de Donovan Mitchell. Mais il y a peut-être moyen de l'exploiter parce que c'est vrai qu'il n'est pas mauvais défensivement, mais ces dernières années, c'est un peu moins bien. C'est pas comme à l'époque des Lakers, par exemple. On l'a même vu avec les Raptors, hein, il avait vraiment quand même perdu défensivement. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Et également, Jamal Shead, je pense qu'il aura un rôle important. Ah oui, c'est sûr. Moi, je te dis, Cleveland ne me fait pas aussi peur que New York. Il y a moyen vraiment de les pousser. Il y a moyen de. Si les Raptors jouent, quel match ils ont? La première partie du match contre Denver, la défense qu'ils ont jouée, l'intensité défensive, s'ils parviennent à avoir un pourcentage moyen aux 3 points, comme a dit RJ, ils n'ont peur de personne. Ils peuvent jouer contre n'importe qui. La saison, ils ont gagné contre OKC. Ils ont gagné contre Pistons, au moins une fois. Ça montre que le bon moment, la bonne soupe, le bon recipe, ça peut aller, mais j'ai pas vraiment peur de Cleveland par rapport s'ils avaient joué contre Boston ou contre New York ou bien contre. Moi, je pense qu'ils ont une chance de vraiment faire une marque dans cette série. Gagner, ce serait trop rêvé, mais je pense qu'ils ont une chance de faire de bons matchs, de pousser vraiment les Cleveland à être les meilleurs de leur version. Et puis, on ne sait jamais. Il y a, comme Masai aimait le dire, il y a il ne faut pas oublier qu'il y a un pourcentage de chance dans des séries de playoffs. Le fait qu'ils soient qualifiés, they belong. Absolument. Exactement. On va se quitter sur ces belles paroles. On le rappelle, le match 1, c'est à 13h. C'est les Raptors qui ouvrent les playoffs. Ouais. À 13h samedi du côté de Cleveland. Donc, c'est un horaire en plus avantageux pour nos auditeurs français. 19h chez vous. Je sais qu'il y a Raptors France qui a préparé le visionnage du match ensemble. On a aussi, je crois, Trash Talk, le média français qui fait une watch party du côté de Lille, il me semble. Donc, les Raptors seront sous le feu des projecteurs et on espère qu'ils nous feront honneur et qu'ils feront un gros match, peu importe le résultat, mais qu'ils feront une série qui nous donne confiance pour la suite. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est la partie, ceux qui aiment le basket, ceux qui aiment la NBA, là, la vraie fête commence. La vraie fête commence et nous, comme toujours, quand on se quitte, Let's go Raptors! let's go Raptors pour les playoffs.